Il paraît que les surdoués sont immatures. Alors, bon, quand ils arrivent chez un psy, parce que justement, ça va pas. Un psy, un psychanalyste, un psychiatre, un psychothérapeute, etc. Au fond, leur message, la plupart du temps, c'est quelque chose comme « Moi, j'aimerais, comme je sais que je vais mourir, et que c'est terrible, j'aimerais que ma vie, au moins, elle soit pleine de sens. Bah, je rêve d'histoires d'amour, qui soient des vraies histoires d'amour. Enfin, je rêve d'amitiés qui m'emportent très loin, qui soient des amitiés riches, où ça pulse en permanence. J'aimerais être dans l'aventure. Et ce qu'on me propose, et alors, parlons pas du travail même, j'aimerais un travail où je suis ravi d'y aller chaque jour, où ça me passionne, où je découvre des choses nouvelles, où je me découvre différent jour après jour. Et en fait, le psy qui écoute ça, au fond, la plupart du temps, même s'il est très bienveillant, il y a quelque chose dans sa manière de répondre qui implicitement dit quelque chose comme « Oui, bon, enfin, il va vous falloir accepter que la vie, c'est pas comme dans les livres, hein, c'est pas un conte de fées. Moi-même, d'ailleurs, en vous entendant, je m'ennuie un peu. Mon métier, c'est pas tout le temps passionnant. La vie, c'est pas ça. Ça, c'est ce qu'on peut rêver quand on est gamin. Mais il est temps d'accepter la limite. Voilà. Il est temps d'accepter comme tout le monde que la vie, c'est d'abord et avant tout une somme de contraintes un peu ineptes et que, bah, de temps à autre, on a quelques petites compensations. Quand on a accepté tout ça, finalement, on a des petits moments sympas, des moments de confort. On a une jolie voiture, on a le dernier smartphone. Et voilà, pourquoi vouloir plus? Et comme derrière le discours du psy en question, il y a au fond toute une société, il y a tout un fonctionnement social qui raconte aujourd'hui qu'effectivement, ce avec quoi on va affronter la conscience du temps et la conscience de la mort, c'est ça. C'est une acceptation tranquille de la limite. Bon, une résignation sereine. Du coup, très souvent, le surdoué y croit, c'est-à-dire qu'il se dit en effet, je dois être vraiment... Il me confirme, ce spécialiste, que je dois vraiment être un immature complètement inadapté à l'existence. Finalement, je suis resté dans mes rêves d'enfant. Je suis resté dans mes fantasmagories d'enfant et d'adolescent, et j'ai été incapable de ce passage à l'âge adulte, qui est l'acceptation du réel. Sauf que ça, c'est évidemment une blague. On oublie, quand on pose des choses comme ça, finalement, on oublie d'ailleurs que pendant l'essentiel de l'histoire de l'humanité, ça s'est pas du tout joué comme ça. C'est-à-dire que la plupart des croyances religieuses organisent le sens de l'existence en le finalisant vers quelque chose d'infini. C'est pas du tout une plate résignation, une acceptation sereine de la limite. Non, au contraire, il y a même de l'illimité là-dedans. Il y a, si je tiens ma place, le petit cordonnier qui, dans une communauté danoise, par exemple, au XVIIe siècle, dans une communauté protestante, qui, chaque jour, minutieusement, accomplit exactement les mêmes gestes, ressemelle ses souliers, etc. Oui, mais le soir, il se réunit avec toute sa communauté pour lire les textes sacrés, et précisément, il est absolument persuadé du fait que s'il est très méticuleux et s'il répète à l'identique, c'est ça qui lui assurera le salut éternel. Quand même, son âme ira goûter une béatitude infinie, se fondre avec Dieu pour l'éternité ensuite. Donc, si ça c'est une acceptation sereine de la limite, je ne sais pas du tout de quoi on parle. Et en fait, quand on analyse le fonctionnement, même des plus désabusés de cette époque désenchantée, évidemment qu'il n'était pas du tout question de cela. Mais c'est ça le subterfuge qui est jamais nommé. Parce que, comme le grand mythe de l'époque, c'est le mythe de la résignation, alors, en fait, quand on analyse de près, et c'est tout le sens de notre démonstration dans cet ouvrage, c'est un leurre, mais comme c'est le grand mythe et que la plupart y croient, autour du fait que cette résignation serait le signe de maturité, ça condamne les surdoués à une espèce de double contrainte totale. C'est-à-dire que soit ils acceptent de dire « Ah bon, en effet, donc, la vie n'a aucun sens », et d'entrer dans quelque chose d'accepter au quotidien quelque chose dans lequel ils suffoquent, soit ils se sentent condamnés par l'œil bienveillant du praticien, du psy, à la névrose, à l'incapacité à s'intégrer, l'incapacité à s'adapter. Alors, ce qui nous a fait écrire ce livre, ce qui nous fait aussi, d'une certaine façon, être des psys militants dans cette question, c'est que, quand j'entends cette question posée par celui qui vient me voir, j'ai envie de lui répondre, mais évidemment que la vie n'a de sens que si elle est passionnante, évidemment que ça n'est supportable finalement cette condition humaine, que si tout ce qu'on fait profondément sens pour nous.
Et la question qui va être déterminante, ça va être d'entendre ce désir, non pas pour le juger, surtout pour le condamner, pour le juger trop fort ou immature, mais pour examiner comment il peut être producteur de quelque chose, une réalité qui ne sera jamais équivalente à ce désir tel qu'il se donne, mais qui d'ailleurs dépassera à bien des égards l'image première du désir. Comment ce désir peut s'incarner? C'est ça la vraie question, et celle qui est jamais soulevée. Et cette question-là, c'est pas une question de soin. Les surdoués n'ont pas besoin d'être soignés. Cette souffrance, c'est pas le symptôme d'une pathologie. Cette souffrance, elle pointe vers une question essentielle de la condition humaine, qui est éludée dans le fonctionnement habituel, dans le fonctionnement dit normal, dans le fonctionnement typique au sens statistique du terme, qui est éludée par d'autres mécanismes, mais des mécanismes dont le prix est très élevé. Parce que une des conséquences en plus de la manière dont on traite la question des surdoués, c'est que du coup, le fonctionnement typique, on n'en observe pas le prix, on le considère comme ce par rapport à quoi on va juger tout le reste, comme si forcément ça marchait bien. Or, les surdoués, ils ont bien conscience, quand ils ouvrent les yeux, ils ont bien conscience du fait que la réalité à laquelle on leur demande d'adhérer, au nom du fait que ce serait la seule possible, c'est une réalité dans laquelle les individus qui pourtant l'acceptent ne sont pas du tout réellement épanouis. Fait partie de la sidération des surdoués le fait d'être très en empathie avec cette souffrance diffuse, cette dépression larvée qui est le quotidien de la plupart des gens, et la surprise de les voir s'en accommoder. Donc, ce que nous proposons comme perspective théorique d'abord, pratique ensuite aux gens qui sont concernés par cette question, c'est absolument pas de l'ordre de la thérapie. C'est de l'ordre d'un questionnement beaucoup plus profond, qui a un versant théorique et qui ensuite a un versant éminemment singulier. Parce que finalement, les voies du sens, les voies de ce qui va faire réellement sens pour chacun, elles sont éminemment singulières.